Donc, je vais essayer de partager le plus souvent possible, et peut-être même pratiquement tout le temps, en fait, des photos d'écran que j'ai préparées donc pour cette intervention. Donc là, je vais commencer par partager mon écran, et en espérant que ça fonctionne bien comme tout à l'heure, quand on s'est préparé. Donc, est-ce que vous voyez bien un écran où il est marqué BibDoc 37, retour d'expérience? Martine, est-ce que tu peux me Parfait. faire un retour? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, en fait, je trouve que c'est le plus intéressant de voir concrètement des captures et puis des photos que j'ai prises au moment de cette opération. Ça rendra les choses plus concrètes, plus vivantes. Et puis, de toute façon, c'est vraiment l'objet d'un retour d'expérience. C'est de voir comment ça s'est passé pour de vrai. Donc, je passerai sans doute sur cette page-là et sur sur une autre plateforme sur laquelle j'ai mis les photos, et éventuellement je pourrais même les partager les URL si ça vous intéresse, pour récupérer éventuellement des photos. Voilà. Donc, comme l'a dit Martine, donc je travaille au SCD de l'Université d'Orléans. Donc, c'est un réseau de 26 bibliothèques, et donc, dont 4 bibliothèques universitaires, 4 entités. C'est une université où il y a énormément d'étudiants de licence. Et ça a été important dans notre processus de réflexion et pour le résultat à obtenir. Donc, nous utilisons le logiciel, le SIGB Horizon, et nous utilisions à l'époque le catalogue lié à Horizon, enfin le catalogue dédié à Horizon, qui s'appelle HIP. Catalogue qui était vieillissant et que l'on souhaitait échanger. Donc, c'est le départ de toute cette réflexion. Donc, au départ, et un petit peu pour m'amuser, je voudrais dire que tout ce que je vais exposer là maintenant est inspiré de faits réels qui ont eu lieu entre 2018 et 2019. Il y a des moments où on a du mal à y croire. Un temps où l'on pouvait se réunir dans une même pièce à 9 personnes pour boire du café, manger des gâteaux, se raconter des histoires et s'échanger des post-it. Aujourd'hui, ça paraît complètement étonnant. Alors, je dis ça sous forme d'une boutade, mais en même temps, le travail UX, enfin la démarche UX, il faut aussi essayer de mettre en place une ambiance conviviale. Ça aide beaucoup pour tout le travail de préparatoire, en tout cas. Et toujours pour m'amuser, je décline toute responsabilité si vous réunissez des personnes dans une pièce à partir de demain dans vos bibliothèques. Enfin, c'est interdit en ce moment. Donc voilà, on pourra le refaire un peu plus tard, et ça handicape quand même pas mal. Donc aussi, cette expérience de ce travail, c'est la première fois que je travaillais avec la démarche UX. C'était la première fois et pour le moment l'unique fois, puisque je n'ai pas eu l'occasion depuis. Et je dois remercier aussi Clémence Delovain-Fausse, donc qui est la responsable de la BU droit à Orléans, droit économie gestion, qui m'a coaché et qui m'a beaucoup aidé donc pour initier ce travail. Donc je la remercie vraiment concrètement. Donc l'UX, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est prendre en compte à la racine du projet les attentes des utilisateurs. UX, ça vient de expérience utilisateur. Alors, bien sûr, en tant que professionnel, on côtoie nos utilisateurs, on les connaît, mais on a souvent le travers de penser pour eux et d'imaginer ce dont ils ont besoin. Donc, il y a cette démarche qui existe maintenant et qui nous pousse finalement à aller vers eux, à demander à nos usagers de quoi ils ont besoin. Alors, bien sûr, en préparant les choses et en organisant tout ça, mais il faut vraiment intégrer le fait qu'on ne connaît pas le besoin de l'usager. Et un usager qui n'utilise pas, par exemple, un catalogue, puisque là, c'était l'objet de notre travail, s'il ne l'utilise pas,
c'est pas parce que il sait pas s'en servir, enfin c'est pas parce que il devrait s'en servir et il va falloir le pousser à s'en servir. En fait, c'est que ça ne correspond pas à son besoin ou à sa démarche, et donc il faut trouver les biais, s'adapter, orienter l'outil pour que pour qu'il réponde finalement aux besoins. Donc on part vraiment de la relation entre l'usager et le produit. Alors le produit, ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc, alors moi je ne suis pas un expert de l'UX, hein, donc je peux pas en parler d'un point de vue théorique, on va dire, hein. Donc je reviendrai sur comment on a commencé à travailler. Ce que je voudrais simplement dire aussi, c'est que donc on a commencé au SCD d'Orléans à réfléchir à une réinformatisation. Donc ça, c'était en fin 2017, début 2018. Il y avait aussi le contexte de SGBM, donc de ICGB mutualisé proposé par la BES. Assez rapidement, on s'est orienté sur le seul remplacement de l'interface catalogue, ayant un SIGB qui fonctionne bien, qui est robuste, qui est maintenu par le fournisseur. Donc en fait, on s'est orienté simplement sur le catalogue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Université d'Orléans a un public essentiellement de licence. Parallèlement à ça, donc Clémence de Laurinfos travaillait déjà à l'UX. On a organisé un stage de quelques jours organisé donc par Nathalie Clos, la directrice du SCD d'Angers, et Frédéric Desgranges, son adjoint. Alors, son adjoint peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est son adjoint. Donc du SCD d'Angers. Donc si vous voulez, tout ça était concomitant. On réfléchissait sur la réinformatisation. On est arrivé à la conclusion que on pouvait simplement s'attacher au catalogue pour avoir un résultat rapide, puisque c'est beaucoup plus rapide de changer que de catalogue que de changer tout le CGB, pour un coût plus réduit. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'Université d'Orléans avait un déficit de 12 millions d'euros, je crois. Donc ça, c'était pas négligeable non plus. Et donc, étant dans cette démarche UX, eh bien, on a assez naturellement, décidé que tout le travail préparatoire donc, au cahier des charges, donc pour mettre en place le cahier des charges, eh bien, on le ferait avec la démarche UX. Donc pour mettre en place ce cahier des charges, on avait mis en place 3 groupes de travail. Le premier était l'UX, un groupe de 8 personnes qui étaient des volontaires, qui étaient des volontaires donc, pour ce groupe de travail. Ce qui a été important aussi, c'est que donc en fait cette phase de réflexion préalable a été quand même assez longue en amont. Et régulièrement, par des réunions générales qui sont périodiques, enfin qui étaient périodiques au SCD d'Orléans et par d'autres occasions de communication, en fait, on a régulièrement présenté le projet sur les années qui allaient venir. Et petit à petit, on a orienté ça donc vers l'UX et par l'appel de volontaires, ce qui fait que les équipes étaient déjà un petit peu préparées et voyaient la trajectoire. Donc j'ai envie de dire, je n'ai pas eu de problème pour avoir des volontaires, pour avoir des personnes qui s'engagent dans ce processus-là. Mais et je pense que c'est très important d'avoir ce travail en amont, de ne pas se lancer d'emblée sur un projet UX et de dire, bon, bah voilà, on va travailler là-dessus et on y va, mais d'avoir un background au niveau global, quoi, et un appui politique. Donc tout ça a débouché sur 3 jours d'échange, 3 jours complets d'échange avec des étudiants. Et donc, on a mené 139, pour être précis, 139 entretiens avec les étudiants. Et donc ça, c'était en janvier 2019.
Tout ceci a représenté 12 séances de travail sur 16 semaines, donc pour le groupe de travail. 12 semaines, 12 séances sur 16 semaines. Alors, comment on s'y est pris concrètement? Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je découvrais complètement. Eh bien, donc c'est ce que vous voyez à l'écran normalement en ce moment. Il existe des guides et de la documentation, en fait, très bien rédigée, présentée, et en particulier le livret d'activité, donc qui permet de piocher des opérations, des petites opérations comme ça à mener, et puis une phase de réflexion et puis d'organisation d'ateliers. Donc moi, je me suis inspiré, j'ai pioché dans ce livret d'activité pour préparer donc le groupe de travail. Et dans les premières séances de ce groupe de travail, donc outre la manière de mener le projet, donc donner les jalons, des choses comme ça, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que on pourrait réfléchir, travailler, organiser, travailler ensemble sur ce sujet-là, et assez rapidement, peut-être tourner en rond. Alors, je ne sais pas, j'entends quelqu'un qui a de l'écho. Assez rapidement tourner en rond et puis se dire, bon, bah, on va creuser. Donc, Fabrice, votre micro est désactivé juste là. Je viens de voir que ça avait sauté. Par contre, est-ce que la personne qui a ouvert son micro pourrait bien désactiver le son? Merci beaucoup. Et Fabrice, je vous laisse remettre votre micro. Merci. ça y est. Bon, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai coupé, j'arrivais pas à le remettre, alors il est revenu là, c'est bon. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, très bien. Donc, je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est coupé. Donc, je parlais des entretiens flash. Donc, l'objectif a été vraiment de se lancer, de se mettre dans le bain et de se frotter à l'exercice. Alors, forcément, on avait des petites appréhensions, on n'était pas forcément très à l'aise, mais ça a permis de se rendre compte que finalement, on pouvait échanger sur ce type de sujet avec les étudiants et qu'il y avait du répondant et qu'on avait vraiment matière à travailler. Et donc, ça a mis en confiance aussi le groupe pour se dire, bon, bah, on part vraiment dans cette démarche. Et je pense que ça a été vraiment un moment clé parce qu'on avait fait quelques réunions préparatoires et bon, c'était peut-être un peu tendu, un peu compliqué. Et bon, bah, ça a lancé les choses. Et dans le livret, donc, c'est prévu, ces entretiens flash, hein, on n'a rien inventé. Et donc, ça a permis vraiment de donner de la matière à toute la réflexion qui en a suivi. Par le partage d'histoires, donc alors là, je peux peut-être descendre un petit peu. Voilà. Si on prend ce genre de photos. Donc, les entretiens flash, on a transcrit sur des post-it ce qui ressortait de ces entretiens flash. Et on a commencé à les classer par grande thématique. Alors, par exemple, les choses importantes, c'est quelles sont les choses qui reviennent tout le temps, alors que ce soit positif ou négatif. Donc, des choses qui sont vraiment avérées. Quelles sont les petites histoires, les petites anecdotes. Alors on appelle ça donc les pépites, des choses qui sont vraiment intéressantes, qui ne sont pas anodines. Donc en mixant toutes en mixant ces occurrences, ces pépites, eh ben on arrive à dégager qu'est-ce que finalement
ce qui revient le plus souvent, quelles sont les stratégies de contournement des étudiants pour éviter le catalogue, parce que ça c'est aussi important, quels sont leurs modes d'accès, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, pourquoi, comment, enfin vraiment ça permet de mettre en place beaucoup de choses. Ensuite, la phase importante pour vraiment avancer dans cette démarche, c'est de la définition d'une problématique. Qu'est-ce que l'on va exactement vouloir comprendre et connaître de nos usagers. Et donc là, pareil, dans le livret d'activité, il y a un ensemble d'ateliers à mettre en place. Alors là, on voit défiler, j'espère que vous le voyez bien. Donc vous voyez, avez-vous des présupposés? Qu'est-ce qui serait une réussite pour vous? Quels aspects de votre métier pensez-vous bien connaître? Alors ça peut paraître un petit peu des fois très, très loin de la démarche, enfin de l'objectif initial, mais bon, ça permet vraiment au groupe de travail de voir des choses qui sont communes à tout le monde, de dégager justement des points à travailler particulièrement, enfin vraiment. Alors, donc, d'une certaine manière, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument suivre ce processus-là de groupe de travail, hein, c'est loin de là mon propos. Mais le fait d'utiliser le livret d'activité quand même permet d'avancer d'une manière organisée et intelligente sur ce sujet. Donc une fois qu'on a eu dégagé notre problématique, alors là je peux peut-être la montrer. Alors c'est peut-être pas cette photo-là, mais bon. Donc notre problématique qu'on a réussi à dégager, c'était comment peut-on simplifier, clarifier, rendre efficace et rapide la nouvelle interface de recherche pour des publics peu familiers des bibliothèques, mais habitués à l'ergonomie du web? Donc derrière tout ça, il y avait bien sûr déjà dans l'idée de construire un catalogue avec des facettes pour s'approcher de ce dont les étudiants ont l'habitude de travailler. Et on s'est vraiment attaché à rendre, en fait, on pourrait dire ça d'une autre manière, comment rendre rentable pour un étudiant l'utilisation du catalogue. Parce que finalement, on s'est rendu compte que les étudiants qui ne l'utilisaient pas, en fait, ils arrivaient très bien à se débrouiller autrement. C'est-à-dire le contournement n'est pas... On s'est rendu compte que les stratégies de contournement n'étaient pas pour autant à blâmer, quoi, finalement. L'étudiant, il fait comme il a envie, comme il le sent, et le catalogue est une des voies. Donc ça, c'est aussi un point intéressant de la démarche UX, c'est que ça permet aussi de se dire, bah, finalement, on va travailler aussi d'autres sujets, des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, et de se rendre compte de comportements qu'on n'avait même pas imaginés. Donc là, comment rendre notre catalogue, enfin comment rendre l'utilisation du catalogue rentable et que finalement, on n'ait pas envie de faire autrement que de l'utiliser. Qu'il y ait un rapport entre l'effort et le gain qui soit bénéfique au catalogue. Voilà, donc une fois qu'on a eu cette problématique, eh bien maintenant on sait ce qu'on cherche exactement, mais comment, enfin à qui on va poser des questions, avec qui on va travailler, et qu'est-ce qu'on va leur demander concrètement, et comment on va le faire. Donc là, toujours la même technique avec ces livrets d'activités. Bon, bah, il y a tout un tas d'ateliers qui permettent de... Donc là, c'est ces photos-là, par exemple. On imagine des situations analogues à une situation d'accueil en banque de prêt. On fait le recensement de tous les usagers que l'on connaît, ceux qui sont particuliers, ceux qui sont familiers. Enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble de schémas comme ça. Bon, je ne vais pas montrer toutes les photos non plus, hein, parce que c'est pas, c'est pas l'objectif, mais
Donc, petit à petit, on resserre, on cible. Alors, euh, le risque, ça peut être de vouloir en faire beaucoup, et c'est bien sûr, ça a été sans doute notre travers. Du coup, euh, à un moment donné, on dit, bon, bah, finalement, on avait prévu d'interroger des étudiants, bien sûr, des doctorants, des enseignants, des lecteurs autorisés, enfin, et il arrive un moment, là, les contraintes de temps font que bon, on se focalise sur un public. Bon, nous, c'est ce qu'on a fait, on s'est focalisé sur un public. Euh, les situations analogues, bon, on a fait quelques petites choses, mais pas tant que ça finalement. Bon, il peut y avoir un petit peu de frustration à se dire, bon, bah, finalement, on avait imaginé beaucoup de choses et on n'a pas tout fait. Mais bon, il y a des moments, enfin, il arrive un moment, le principe de réalité s'impose. Il faut avancer. On a un calendrier, le catalogue doit ouvrir à telle date, donc bon. Et autre point important, donc quelle est la technique, quel est le moyen que l'on va utiliser pour rencontrer ces étudiants. Donc très, très longtemps, on a voulu utiliser une technique qui est de mettre l'étudiant en situation donc, sur des catalogues et l'observer concrètement, voir comment il manipule, enfin, comment il déplace la souris pour aller chercher les informations. C'est sans doute la manière qui est la plus fine, qui permet de dégager le maximum de points. Mais en même temps, bon, on a eu des réticences de certains collègues, ça faisait un petit peu espion. Enfin bon, donc on s'est réorienté vers une enquête en fait. Alors je vais essayer de descendre encore un petit peu. Une enquête. Donc on a mis en place un scénario de recherche. On a sélectionné 6, si je mets ça, 6 catalogues qui nous paraissaient représentatifs, enfin qui étaient représentatifs, dont le nôtre, parmi les 6, il y avait notre catalogue de l'époque. Donc on avait fait tout un travail déjà pour sélectionner des catalogues qui avaient chacun des particularités intéressantes. On a construit notre scénario. Donc, scénario adapté bibliothèque par bibliothèque, vu qu'on est allé dans 3 bibliothèques. On a créé notre formulaire. Alors là, ici, j'ai fait une petite capture du formulaire, d'enquête. Donc, quelque chose d'assez simple. Il y avait 10 questions. On a comparé pour chaque question certains catalogues. Il n'y avait pas tout le temps tous les catalogues, et on avait des questions précises. Et donc, toutes ces questions étaient axées sur, bon, d'une part, l'impression générale, du catalogue, parce que donc, un des points importants dans la démarche UX, c'est de rendre un outil, de proposer un outil qui soit efficace, bien sûr, qui soit correct d'un point de vue technique et tout ça, mais c'est aussi de faire quelque chose de beau. Parce que dans la philosophie, j'ai presque envie de dire UX, donc il y a 3 points, c'est utile. Donc il faut que l'objet, le produit soit utile aux usagers, qu'il soit utilisable. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on pourrait proposer par exemple la plus belle bibliothèque avec le meilleur fond. Par contre, si elle est ouverte seulement 1 heure par jour, bon, c'est pas très intéressant. Donc, utilisable, c'est ça l'idée, c'est que il faut qu'on y ait accès. Il faut que l'outil soit intéressant, mais qu'on y ait accès. Et le dernier point qui est peut-être un petit peu novateur, c'est que ça soit désirable. En tout cas, c'est comme ça que c'est noté dans la philosophie UX, désirable, donc qu'on ait envie de l'utiliser, que ce soit joli, que ce soit beau, que ce soit agréable. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que c'est la première question que nous avons posée. Quelle est l'interface qui vous a plu comme ça à première vue? Et puis donc les autres questions étaient plus sur les modes de tri, le mode d'affichage de la disponibilité, pardon,
la manière de manipuler les limitations. Alors, à cette époque-là, on appelait ça encore les limitations. Maintenant, on dirait les facettes. On a un petit peu évolué grâce à notre nouveau catalogue. Le mode de présentation des notices, ça a été quelque chose de très important. Le nombre de champs affichés, alors bien sûr, on n'utilisait pas ce vocabulaire-là, hein, mais pour nous, ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est un usager, on va dire de licence, est-ce qu'il veut une notice tout de suite qui soit enfin, qui soit chargée, qui soit détaillée, ou est-ce que justement il préférerait avoir quelque chose de plutôt simple et ensuite aller dans la notice détaillée pour aller approfondir. Enfin vraiment, on a essayé de niveler ce niveau attendu entre la liste de résultats et la notice détaillée, voir le nombre de clics qui était supportable pour passer de l'une à l'autre. Est-ce qu'on préférerait un pop-up ou est-ce qu'on préfère changer de page? Enfin, vous voyez, on est allé sur des choses quand même assez fines. Et puis, on a eu aussi toute une partie sur les services. Quels sont les services attendus? Outre la simple consultation des notices bibliographiques. Donc 10 questions, on a essayé de resserrer tout ça en combinant ces différents catalogues. Donc nous avons préparé tout ce travail. Les formulaires d'enquête, enfin je vous dirai ça peut-être juste un tout petit peu après parce que voilà. Comment on s'y est pris ensuite concrètement? On a organisé un jour dédié, entier, dans une bibliothèque. Alors ici, on est j'espère que vous voyez bien, on est dans la bibliothèque de sciences, technologies, STAPS sur le campus d'Orléans. Donc on a dédié un espace. On avait préparé à l'avance en communication sur le site web, avec des petits flyers, des choses comme ça, des affiches. Et on s'est installé dans la bibliothèque avec des ordinateurs sur lesquels on avait donc préparé nos différentes interfaces, nos 6 interfaces sur lesquelles l'étudiant mettait en place le scénario de recherche que l'on proposait. Ah, okay. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, on avait imprimé les formulaires, enfin les formulaires d'enquête, enfin nos enquêtes. Là, vous voyez donc ici, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça pouvait paraître beaucoup de papier, mais en même temps, on s'est dit que pour l'étudiant, déjà, il avait un scénario de recherche à appliquer, à suivre, faire des manipulations dans les différents catalogues, réfléchir à ce qu'il était en train de faire. On s'est dit s'il doit en plus remplir un questionnaire en ligne sur un autre onglet, une autre page, ça finissait par être peut-être un peu compliqué. Donc on est parti sur le fait de transcrire l'enquête sur du papier pour justement lui simplifier la vie. Et nous, derrière, et en même temps, nous ressaisissions les résultats des enquêtes, donc directement en ligne dans un logiciel qui s'appelle Sphinx, donc, qui est fait pour ça. Donc on avait en direct les résultats de l'enquête. Donc on a fait ça sur les 3 bibliothèques du campus, sur 2 semaines au mois de janvier 2019. Et en complément donc de l'enquête, vous voyez, il y a des collègues qui accompagnaient les étudiants pendant le scénario de recherche. Et ensuite, on passait 15, on va dire grosso modo 15 minutes avec l'étudiant pour reprendre le questionnaire, voir les points qui étaient vraiment importants pour lui, l'inviter à engager une discussion et à nous expliquer, à nous donner vraiment ses impressions. Donc vraiment un entretien complémentaire. Et donc nous, par contre, que nous retranscrivions de notre côté. On avait quelques pistes d'accroche, c'est la feuille que l'on voit sur le côté là. Donc on avait quand même une sorte de trame
que l'on essayait de garder d'un entretien à l'autre, mais si l'étudiant partait dans une autre direction, bon, on le laissait nous expliquer ce qu'il avait à nous expliquer. Voilà. Donc tout ça nous a permis donc de contacter, enfin d'échanger avec, je le disais tout à l'heure, 139 étudiants. Ça a été une grosse surprise pour nous, parce qu'il y a des moments où on se disait, bon, on aura, si on a 15 ou 12 entretiens, on sera content, ça sera déjà pas mal. Et puis finalement, vous voyez, 139 avec des étudiants très motivés, qui ont, pour certains, passé plus d'1 heure avec nous à vraiment approfondir, à faire le scénario, mais d'une manière très pointue. Enfin, vraiment, ça a été voilà, presque une découverte pour nous. Et à la fin, donc à la fin de l'entretien, on avait aménagé à chaque fois dans le prolongement de notre circuit un espace où on pouvait avoir des viennoiseries, du café. Et à cette étape-là, il y avait pareil des collègues qui étaient là pour aider à servir, tout ça, et parler. Et ça a aussi été un moment où les étudiants continuaient leur retour sur soit notre bibliothèque, ce qu'ils avaient vu sur les autres catalogues. Enfin, c'était vraiment un moment très riche et complémentaire de ce qui avait pu être fait juste avant. Donc voilà, donc ça a vraiment été le... Et je vois qu'il est moins le quart, donc je voudrais vraiment dire que c'est vraiment le processus de travail avec ces livrets qui a permis de construire cette opération, de segmenter comme ça en ateliers. Et franchement, je remonte un peu pour vous le remontrer, je recommanderais d'utiliser ce livret d'activité pour ça. Voilà. Ensuite, donc, pour tirer un bilan de tout ça, je dirais vraiment que ce qu'il faut retenir, c'est que nos usagers étaient vraiment heureux de participer à la réflexion et qu'on prenne le temps d'aller vers eux, d'avoir construit quelque chose. Ils étaient vraiment très intéressés, très impliqués, et c'était pas forcément l'idée que le groupe de travail pouvait avoir, enfin que les membres du groupe de travail pouvaient avoir vraiment du résultat de cette opération. Ça a été une surprise, et je pense aussi que cela a permis aussi à certaines personnes de ce groupe de travail de voir les usagers d'une autre manière, de voir les étudiants pas seulement comme des consommateurs qui viennent à la BU et qui s'en vont, mais des gens vraiment impliqués, des gens prêts à participer, mais d'une manière vraiment active et appuyée au processus. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Quelque chose que j'ai retenu aussi, c'est l'accompagnement de cette équipe. En fait, ça demande vraiment, ça m'a demandé vraiment une énergie importante d'accompagnement et de garder toujours cet objectif. Il y a eu de nombreux moments où on aurait pu dire c'est trop compliqué, ça mènera pas à grand-chose, et d'abandonner. Donc, le fait d'avoir un appui politique fort, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au début, en amont de toute cette opération, donc a permis de dire non, on a un objectif, on a un travail à fournir, on va s'appuyer sur la matière de nos usagers, et on va construire ça comme ça. Donc, si vous avez vous-même un projet de ce type-là, alors que ce soit le catalogue ou autre chose, bien sûr, il faut vraiment prendre les choses en amont et préparer le terrain bien en avance. Car c'est vraiment, on peut s'appuyer aussi là-dessus en tant que chef de projet ou
ou animateur de groupe de travail. Quelque chose qui a été aussi très intéressant dans cette démarche, c'est que donc on travaillait pour le catalogue public, pour la refonte du catalogue public, mais ça nous a ouvert à énormément de réflexions sur des tas d'autres sujets. Alors, parfois un peu passionnés de la part des membres du groupe de travail. Il faut réussir à recadrer et à réorganiser, mais en prenant beaucoup de notes et en compilant tout ça et en hiérarchisant, ça donne une matière d'autres réflexions, d'autres travails sur quantité de sujets, souvent inattendus, et on se rend compte qu'on peut faire retravailler encore énormément de choses. Donc le fait de travailler de cette manière-là donne ouvre des fenêtres, des horizons, d'autres stratégies, d'autres façons de faire.